Bonsoir. Alors, on va présenter ce soir la façon dont on se sert d'Airflow et plus particulièrement d'une technologie, d'un outil qui s'appelle DBT. Donc en fait, la présentation sera en trois parties. D'abord, on va un peu vous présenter DBT pour ceux qui ne connaissent pas encore et vous montrer comment on l'a intégré à Airflow. Ensuite, on va vous montrer comment ce DAG DBT s'intègre dans le reste de notre stack Airflow, justement pour avoir une orchestration de A à Z de la pipeline de données. Et ensuite, on va vous parler un petit peu de l'aspect monitoring et de comment on gère ça chez Conto pour être sûr de passer à côté de rien. Je ne sais pas comment on fait pour les slides. Super. C'est parfait. Alors, on se présente très vite. Charles et Charles, du coup, on travaille tous les deux dans l'équipe Data Engineering chez Conto. Bonsoir. Voilà, et donc on est plus particulièrement dans une équipe qui s'appelle Data Platform, Data Engineering Platform, c'est-à-dire justement celle qui est responsable de l'orchestration via l'outil Airflow et plus généralement en fait de tout ce qui rentre et sort du warehouse. Donc justement, on y vient. Qu'est-ce qu'on utilise chez Conto? En termes de stack, on utilise AWS comme cloud provider. On est on utilise Kubernetes aussi, et plus particulièrement pour héberger Airflow, qu'on utilise en fait comme en open source, comme tout le monde, je pense. Et pourquoi est-ce qu'on utilise Airflow? Alors, dans un premier temps, pour ingérer de la donnée source dans le warehouse, on est chez Snowflake. Ensuite, on utilise Airflow pour transformer cette donnée au sein du warehouse. Je vais y venir. Donc, pour ça, on utilise DBT. Et enfin, pour tout ce qui est visualisation, dashboarding, on est globalement sur Tableau. On utilise Tableau avec, de façon un petit peu plus annexe et officieuse, Metabase. Alors, un petit sondage pour me faire une idée. Qui, dans la salle, a déjà utilisé ou voit en tout cas, saurait expliquer ce que fait DBT? D'accord, et donc une grosse majorité d'entre vous, je dirais un bon 80%. Et qui a déjà utilisé DBT dans le cadre d'Airflow? Qui a déjà orchestré DBT avec Airflow? Super. On va vous montrer un petit peu comment on s'y est pris et quelle sorte de questions ça a posé. Alors, présentation du coup assez succincte de DBT pour ceux qui ne connaissent pas. L'avantage de DBT, c'est que ça vous permet en fait d'ingérer la donnée dans le warehouse avant qu'elle soit propre et propice à l'analyse. Vous envoyez la donnée brute dans le warehouse et ensuite vous transformez et vous nettoyez cette donnée pour l'analyser. Ça a été permis en fait récemment par la diminution des coûts de stockage dans les warehouses justement. Avant, c'était plus typique de nettoyer cette donnée avant de l'envoyer. Maintenant, on crée une première couche de table source, donc la donnée brute telle qu'elle est dans les sources originales. Et ensuite, on utilise DBT, par exemple, pour transformer cette donnée. Donc, cette première couche de données va donner lieu à des nouvelles couches de données, de tables, qui seront nettoyées, qui seront raffinées afin d'être analysées. Comment ça se fait en pratique? DBT, justement, c'est là que le package DBT rentre en jeu. DBT va vous proposer de créer des fichiers SQL. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Un fichier SQL correspond à une table. Donc voilà, vous configurez vous désécrivez un fichier SQL qui se base lui-même sur une table déjà existante dans le warehouse, typiquement une table de source. Ça recrée une nouvelle table. Vous mettez ça à jour sur un schedule avec une fréquence donnée et vous créez comme ça une deuxième, voire une troisième, voire plus de couches jusqu'à arriver à des tables raffinées qui sont toutes dans votre warehouse et se crée comme ça un arbre de dépendance entre vos tables. Voilà.
dont les dernières couches sont, enfin toutes les couches DBT sont définies par des fichiers SQL que vous contrôlez. Alors comment justement mettre à jour ces tables une fois que vous avez défini les fichiers SQL qui les génèrent? Il y a déjà deux options. Il y en a une qui est proposée tout simplement par l'entreprise qui a créé DBT, DBT Cloud. Donc là, on va se concentrer aujourd'hui sur la façon de faire avec Airflow. Comment est-ce que on orchestre ces transformations DBT via Airflow? Donc là, je présente deux options. La première, c'est justement un opérateur qui existe dans Airflow, un opérateur officiel, qui s'appelle le DBT Cloud Run Job Operator, qui finalement, en fait, revient à envoyer un call API à votre DBT Cloud, mais ça requiert évidemment d'utiliser DBT Cloud et donc de payer DBT Cloud. Et la deuxième option, c'est un peu la version open source de DBT. Vous utilisez le package DBT Core que propose DBT, qui est open source. Et en fait, dans la mesure où vous avez installé DBT dans votre environnement, vous pouvez tout simplement utiliser la commande DBT Run. Donc, si vous passez par Airflow, ça passe par le bash opérateur tout simplement. Et ça vous permet d'une commande bash de lancer ces transformations avec une connexion à votre warehouse. Donc, c'est ce qu'on a choisi chez Contour. On s'est concentré sur cette option, mais il y a encore une fois deux possibilités pour gérer ce DBT Run, parce que finalement, vous avez un arbre de dépendance. Vous pouvez, d'une commande DBT Run, lancer toute la batterie de transformation, évidemment dans l'ordre qu'il faut. Le problème, c'est que si une seule de ces transformations échoue, votre commande entière, si vous l'orchestrez par Airflow, votre tâche ou votre DAG entier fail, vous savez pas forcément, à moins d'aller creuser dans les logs, laquelle, et surtout, mais quand même vous l'avez identifié, vous êtes obligé de tout relancer une fois que c'est réparé pour réparer votre data model. Rien n'a pu tourner à cause d'un seul fichier. Vous pouvez aussi, et c'est à peu près la même option, mais finalement déguisée, vous pouvez aussi créer plusieurs DAG ou plusieurs tâches qui vont finalement un peu scinder votre data model en plusieurs parties indépendantes du data model. Et vous trouvez le nœud le plus haut dans l'arbre, vous rajoutez le petit plus là pour faire toutes les dépendances en aval. Mais au final, le même problème se pose, c'est que vous allez quand même grouper des modèles ensemble. Et donc, s'il y en a un qui fail, le groupe entier fail, échoue. Et en plus, là, vous avez un souci de maintenance, de faire en sorte que, au fur et à mesure que votre arbre évolue, vos DAG Airflow évoluent en fonction. Et donc, deuxième option, c'est justement d'utiliser DBT pour générer cet arbre de dépendance de façon dynamique en fonction de votre arbre de dépendance DBT sur Airflow. Et comment est-ce qu'on fait ça? On utilise quelque chose qui s'appelle le manifeste, qui est natif, qui est inhérent à DBT. Qu'est-ce que c'est que le manifeste? C'est un fichier JSON que fournit DBT. Il suffit de runner une commande pour le DBT compile pour l'obtenir. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas run DBT sans avoir fait au préalable cette commande. Et en fait, ce DBT manifeste inclut toute l'information, il contient toute l'information pertinente de votre arbre DBT, les transformations et les dépendances entre ces modèles. Alors, en pratique, comment ça se passe? La première étape, c'est d'avoir, comme j'ai dit, ce fichier, ce manifeste à disposition. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il faut lancer la commande dbt compile. Nous, on a choisi de le faire dans l'image Docker. Pourquoi? Parce que il suffit de le faire une fois et vous l'avez en fait à disposition. Dès que on utilise aussi Kubernetes, le Kubernetes exécuteur. À chaque fois qu'on lance un pod avec une image, on a comme ça ce manifeste à disposition. On n'a pas besoin de le régénérer à chaque fois. Et en plus, ce manifeste, du coup, se fait updater exactement autant qu'il faut. C'est-à-dire à chaque fois qu'on change notre code DBT et qu'on déploie Airflow,
le DVT, le manifeste est recompilé. Deuxième étape, on a le manifeste.json, il faut l'utiliser. Et donc, en fait, on a une fonction qui, justement, va parser ce manifeste. C'est du JSON, c'est vraiment pas, c'est pas compliqué. Et va itérer, détecter tous les modèles, les tests. Donc là, je creusais un peu dans DVT pour ceux qui connaissent, les snapshots, les seeds. Et détecter tout ce qui existe dans votre arbre de dépendance. Et via le batch operator, créer une tâche Airflow par ressource DVT qui aura été détectée. Et dernière étape, de la même façon qu'on a des dépendances entre nos modèles DBT, il faut les recréer entre les tâches associées dans Airflow au sein du DAG pour recréer cet arbre de dépendance. Et donc, on utilise les fonctions Airflow setUpstream pour justement créer les dépendances entre les tâches qui correspondent à différents modèles, sachant que ce lien de dépendance, il est aussi contenu comme information dans le manifeste. Et au final, on se retrouve avec ça, c'est-à-dire qu'on a on a transformé ce fichier JSON en un DAG Airflow, un DAG unique qui contient toutes les tâches DBT. Là, vous voyez, on a encore l'interface Airflow 2.1.2, voilà, qu'on avoue honteusement, mais ça peut être encore plus beau. Merci. Alors, quels sont les points positifs et négatifs de cette approche? On commence toujours par les mauvaises nouvelles, donc je vais commencer par les points négatifs. Déjà, il faut être honnête, l'interface d'Airflow, surtout en 2.1.2, notamment la GraphView, elle ne peut pas afficher un DAG qui a quasiment 2000 tâches. Il y a des seeds, il y a plein de choses dedans, mais quand je dis elle ne peut pas afficher, c'est que ça crash, la GraphView. Le reste, ça va. Mais du coup, ça va être géré plus tard. Le deuxième point, c'est que chez Conto, on utilise le Kubernetes Executor Airflow. C'est-à-dire que pour chaque tâche, on lance un pod. Et du coup, rien que pour DBT, il y a 2000 pods qui se lancent le matin. Alors ça, c'est pas un souci de ressources chez nous, ni au niveau du cluster cube. Par contre, oui, ça prend un peu de temps. Il y a sûrement un lag. Bon, déjà, quand Airflow lance une tâche, il y a un petit lag. Alors si en plus, il y a un pod qui doit se lancer et autres. Donc, on considère que cette approche nous coûte un peu de temps, surtout si on faisait à côté un DBT run direct, forcément. Et alors, le dernier point, c'est donc les dépendances d'Airflow. C'est pas une partie de plaisir à gérer de manière générale. Alors, si on ajoute DBT là-dedans, quand on veut bump l'un ou l'autre, c'est... Voilà, Charles bosse encore dessus. Alors, les pros, donc si on vous parle de ça, c'est qu'il y a bien plus de points positifs, du moins à nos yeux, que de négatifs. Déjà, on a la liberté de pouvoir lancer un seul modèle. Si j'ai quelqu'un de l'équipe BI qui me met un nouveau modèle en prod, je peux lui refresh dans la journée sans faire le refresh complet de DBT qui prend un certain temps. Pareil, niveau management d'incidents, si j'ai un problème le matin avec 5 modèles pas à jour, inutile de relancer les X modèles que j'ai, je relance celui que je veux. Et le dernier point, c'est le monitoring. J'ai une tâche par modèle, donc si mon modèle fail, ma tâche fail. Ma tâche, elle porte le nom du modèle, je sais directement lequel va pas. Ça m'évite d'avoir à creuser dans les logs d'une immense tâche DBT Run pour trouver le problème. Pareil pour les tests. Donc ça, c'est très positif. Du coup, on l'a compris, mais DBT, c'est la pièce vraiment centrale de notre ELT qu'on orchestre avec Airflow. En amont, on a pas mal de DAG d'ingestion de plein de sources différentes. Et en aval, on a des DAG d'export qui font du Google Sheet, du Salesforce, bref, il y en a plein. Et du coup, il nous faut un moyen pratique et scalable d'orchestrer les DAG entre eux pour qu'ils se lancent dans le bon ordre. Et du coup, on doit faire ce qu'on appelle du cross-DAG dependencies, donc les DAG doivent se lancer dans le bon ordre. Il y aurait le niveau 0 de ça qui serait je lance l'ingestion à minuit, le transforme à 1h et le export à 2h. Plus sérieusement, il y a deux approches. On est aux versions 2.1, quelque chose d'Airflow, donc il n'y a pas la nouvelle feature. Il y a du trigger DAG. Trigger DAG, c'est à la fin de mon DAG, j'ai une tâche qui appelle un autre DAG. Voilà, ça existe. Et il y a les sensors, dont on a un peu parlé avant. J'ai un peu détaillé ce que c'est, parce que c'est ce que nous, on utilise. Donc pour les gens pour qui c'est pas forcément clair, je fais un petit schéma qui va être un peu long si vous connaissez. Mais du coup, j'ai deux DAG avec deux tâches chacun. La première tâche du deuxième DAG, c'est un sensor. Donc ce qui se passe, c'est quand tout le monde se lance, ça commence à tourner. La tâche, le premier DAG, la tâche 1 succède, passe à la tâche 2 qui se met en running, mais toujours rien du côté du deuxième DAG. Et du coup, c'est simplement une fois que la deuxième tâche du premier DAG va finir de tourner, que on va pouvoir, le sensor va du coup
réussir, passer au vert foncé et lancer le reste du DAG. Donc, pour faire simple, ça garantit que le DAG numéro 2, il tourne après le DAG numéro 1 et uniquement si le DAG numéro 1 a réussi. Enfin, pas de fail. Alors, du coup, pour notre graphe DBT, comme on l'a montré avant, toutes les premières tâches du graphe, donc celles qui sont sur la gauche, ce sont des sensors qu'on a appelés wait for. Comme ça, nous, après, on peut les trier, faire des stats dessus et calculer des petites métriques. Alors, globalement, ça veut dire qu'on attend la bonne table pour calculer les bons modèles. Donc ça, c'est aussi un point positif de l'approche par rapport à avoir une seule tâche. Et on pense que c'est la solution la plus efficiente en termes de temps. Parce que si on regarde ce superbe data model très complexe avec 6 modèles et 3 tables, eh ben, il suffit que, donc là j'ai 3 ingestions qui sont en train de tourner, on va dire. Il suffit que la première ingestion ait fonctionné pour que je lance directement le calcul du modèle 1 et du modèle 4 sans avoir besoin d'attendre la table 2 et 3 parce que elle n'est pas dans l'arbre. Donc le modèle 4 est prêt au plus vite. Et ça s'applique aussi pour les DAG qui sont downstream. Si j'ai besoin d'un export vers Salesforce qui a besoin que du modèle 4, il va pouvoir se lancer maintenant, pas besoin d'attendre le reste. Pareil, pour un incident, ça va limiter la caisse. Alors, comment on génère tous ces sensors? Déjà, donc côté conto, en dehors de ce DAG DBT qui est un peu une aberration avec beaucoup de tâches, on a des DAG très unitaires, dans le sens où une ingestion d'une table, enfin une ingestion, elle fait l'ingestion d'une seule table. Donc on a beaucoup de DAG, moins que les 1000 de Le Bon Coin. J'avoue, je pensais faire impression avec mes 500 DAG distincts par jour, pas tant que ça. Et ça représente environ 800 sensors tous les jours. Donc, c'est pas quelque chose, enfin, on peut pas définir les sensors à la main dans les fichiers de DAG, ce serait trop coûteux en temps et trop coûteux en erreur humaine. Donc, on avait envie de trouver une solution pour automatiser tout ça, et notamment avec certaines contraintes qui sont de réutiliser les défunts. S'il y a plusieurs DAG qui ont besoin du même sensor, centraliser l'information pour ce sensor-là, et gérer des cas spécifiques. Ça fait penser à la question d'avant. Un cas spécifique, c'est moi, mon DBT, il tourne daily, mais il se repose sur des sources qui sont parfois à fréquence plus haute, hourly, ou alors à fréquence bien plus faible, on a des loads monthly, et DBT doit quand même s'en sortir et attendre le bon load. Donc, ça nous amène au concept de factory, généralement, que nous, on appelle ça comme ça chez nous, peut-être que on est les seuls. Du coup, Sensor Factory, ou alors plus généralement DAG Factory. Donc, tous nos DAG, ils sont générés par des fichiers de config comme celui qu'on voit à droite. Le but étant de simplifier au mieux la création de nouveaux DAG. Donc là, il ingère la table qui, bien évidemment, existe, backend.clients, une table Postgres. Et donc, ce fichier de config, il vient générer un DAG qui s'appelle daily load Postgres, full backend clients. Voilà. Et ce fichier, il est parsé par Airflow, et parsé par tout ce qu'on appelle la DAG Factory, qui va lire tous les fichiers de config. Et au moment où il va les parser, il va venir ajouter un élément à ce dictionnaire qui va être les informations nécessaires à créer un sensor pour attendre la table backend clients. Donc, par exemple, voilà le nom du DAG, il tourne à telle heure, etc. On a toutes les infos dans ce fichier. Pas dans celui-là, mais dans un vrai, on aurait toutes les infos. Et du coup, si moi je veux créer un DAG qui a besoin d'attendre la table backend.clients, je lui dis juste j'appelle ma sensor factory en passant backend clients comme paramètre. Il va parser les configs, retrouver celle-ci, générer le bon sensor et l'ajouter à mon DAG. Et ça nous a permis d'ajouter une logique assez complexe, enfin pas complexe, mais un peu prise de tête de calcul de time delta pour, comme j'ai dit avant, gérer les cas spécifiques où DBT attend une tâche hourly, ou une tâche monthly, ou alors une autre tâche daily. Donc les cas, c'est plus simple. Voilà. Alors, on va finir en parlant un petit peu de monitoring. Donc, on a, comme on a dit, tout dans Airflow, beaucoup de DAG, beaucoup de tâches. Et donc, on avait besoin d'une solution qui nous va bien pour surveiller que tout marche bien tous les jours. Et alors, du coup, il fallait définir ce qui était une bonne solution de monitoring pour nous. Déjà, c'est répondre à des questions assez simples, mais c'est le matin, est-ce qu'il y a un incident quand on arrive? S'il y a un incident, où est la root cause? Qu'est-ce qui a causé ce problème-là? J'ai besoin de le savoir assez rapidement. Et bon, tout ça, c'est quand rien ne va, mais quand tout va bien, c'est être sûr que tout va bien. Voilà, j'arrive, je sais que tous mes dashboards sont à jour, toutes mes tables sont à jour. Pas besoin de dire est-ce que j'ai loupé une alerte, etc. Alors, quand on a fait le setup d'Airflow, on a utilisé la feature de email on failure. Donc, Airflow envoie un email quand il y a une tâche ou un DAG qui fail. C'était envoyé vers Opgenie, qui redirige vers Slack. C'est toujours le cas. Dans un channel d'alerting dédié. Mais il s'avère qu'on n'était pas ultra content avec cette solution pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait trop d'alertes. Pas parce que rien ne marche, mais il y avait trop d'alertes.
Il y a plein de sensors. S'il y a une ingestion qui plante, il y a plein de DAG derrière qui vont planter, plein de sensors qui vont planter. Et donc, c'est ultra dur de trouver la tâche qui est à l'origine de tout ça ou de les trier par priorité. En général, dur de trouver la route cause parce que c'est souvent la première alerte. Alors, du coup, il y en a plein, pas facile. Et un peu aussi compliqué dans l'équipe, voilà, on ne savait pas qui faisait l'acknowledgement de quelle alerte, qui la fermait et autres. Donc, aujourd'hui, on utilise autre chose. Ça va peut-être faire bizarre. Du coup, on utilise Metabase pour monitorer Airflow. Donc, oui, voilà. Étrange. Airflow, il a une base de données de métadonnées dans laquelle il stocke tous ses DAG, toutes ses tâches, et du coup, le statut de chacun d'entre eux, les DAG run, etc. Et nous, on a commencé à connecter Metabase à cette base, et le but, c'était, il me semble, de voir combien de tâches il y avait dans DBT, parce que voilà, on ne pouvait pas y arriver dans l'interface, ou calculer des métriques assez simples. Mais de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un dashboard super complet qu'aujourd'hui, on regarde tous les matins, avant même de regarder le channel d'alerting. Du coup, c'est un dashboard dans lequel on a tout en un clin d'œil. On peut calculer des métriques custom à notre usage, puisque c'est du SQL, donc c'est facile à faire. Assez cool. On utilise XCOM. XCOM, normalement, c'est pour communiquer entre deux tâches d'un même DAG ou deux DAG différents. Nous, on utilise XCOM pour écrire des trucs dans la base d'Airflow. Comme ça, après, on peut les mettre dans le dashboard. Et on ajoute des sources externes à Airflow ou Snowflake pour un peu améliorer le monitoring et ajouter des petites choses. Je vais vous montrer un peu d'exemple. Là, à droite, c'est un peu le panel qui surveille l'ingestion. Donc, on a tous les types d'ingestion qu'on fait, Google Sheet, du Postgres, plein de choses, avec leur état, le temps que ça a duré, le nombre de jobs qu'il y a de ce type-là. On a aussi en dessous le nombre de lignes qu'on insère par jour. Voilà, c'est là. À droite, c'est le monitoring de DBT. On a le temps que DBT prend, qui est un faux temps. Alors, on ne va pas dire le vrai, mais ça c'est faux. On aimerait bien que ce soit ça. L'heure à laquelle le dernier modèle s'est mis à jour, c'est une métrique intéressante parce que on sait que les gens arrivent à 8 heures au bureau. Si le dernier modèle est mis à jour à 10 heures, on a des soucis. Et après, on a un petit détail sur par type de tâche, modèle, sensor, les seeds, combien sont en succès, combien en échec. Donc là, ce jour-là, on voit qu'il y a un sensor qui avait raté, et du coup, ça a emmené un modèle qui est en upstream fail, qui n'a pas pu tourner. Du coup, ça nous compute ce petit graphe en dessous qui est l'avancement de DBT. Si 100% c'est super, 99 c'est OK, et 2 c'est nul. En gros. Et du coup, le matin, on sait un incident, ça veut aussi dire, on n'a pas la même réaction s'il y a un modèle pas à jour ou s'il y en a 200. Côté data quality, on run des tests avec Great Expectations et DBT. Ça s'y prête pas du tout d'avoir des alertes là-dessus, parce que c'est un peu, c'est des tests qu'on veut run à long terme et avoir beaucoup d'alertes parce que Great Expectations ne marche pas. C'est pas forcément l'idée. On met aussi en avant, par exemple, les 5 requêtes les plus longues dans DBT sur les 3 jours glissants. Du coup, on peut voir avec BI pour voir si on peut les optimiser ou non. Et le dernier petit point, donc on ingère des sources externes. Typiquement, on ingère le manifeste de DBT en JSON dans Snowflake. Et après, on peut le comparer aux tables qu'on a dans Snowflake et sortir qu'il y a des tables dans Snowflake qui sont plus dans DBT. Et ça arrive tout le temps avec des gens d'équipe BI qui renomment un modèle ou qui le suppriment. Faudrait être au courant. C'est un moyen qu'on a trouvé. Et on fait aussi de l'ingestion des métadonnées de tableaux. Donc, on peut croiser les tables qui ne sont pas à jour chez nous, ainsi que tous les dashboards qu'on a et sur quelle table ils se basent, et sortir une liste des tableaux qui ne sont pas à jour le matin pour savoir lesquels rafraîchir. Et aussi évaluer le radius d'un incident. S'il y en a un dashboard pas à jour, ce n'est pas pareil que 10. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des questions, on est dispo maintenant ou après sur une barre de pizza. Il y a des questions. Pourquoi utiliser Metabase et pas Tableau? Tableau, on le voit un petit peu comme la version versionnée officielle des dashboards qu'on communique à la boîte entière. Et c'est complètement honné par les BI. Metabase, c'est la version plus versatile, plus one-off, moins officielle. Et donc, voilà, pour nous, ça nous facilite la tâche. C'est aussi un produit que notre équipe own. Je pense répondre correctement. Déjà, merci pour la presse, c'était top. Petite question un peu générale.
pourquoi utiliser DBT pour les transformations SQL et pas directement les faire avec les opérateurs Airflow, vu qu'on a même un peu les mêmes capacités, Jinja, templating, etc. Bah, déjà, bon, DBT, il génère tout l'arbre de dépendance, même si bon, on s'en sert pas forcément. Enfin, en fait, on s'en sert et on le refait dans Airflow, plutôt. Et après, il y a tout ce qui va autour de DBT. Il y a le YAML avec tous les DBT tests qu'on peut run dessus. En local, les BI pour développer, c'est plutôt assez facile aussi d'avoir DBT installé. Et les DBT docs, entre autres. Enfin, pas mal de features autour de DBT. Déjà, merci beaucoup, c'était super intéressant. Petite question sur... J'ai un énorme trou de mémoire parce que j'avais une question juste avant. Je suis désolé. Oui, voilà. Sur la partie DAG Factory et Sensor Factory, ben, c'est top. Je me demandais si le code pour parser le DAG Manifest, vous l'aviez fait chez vous, ou est-ce qu'il est issu d'une librairie qu'on peut réutiliser? Christophe a fait du freelance chez Conto pendant 6 mois, donc il peut peut-être donner son avis. C'est un mix entre du code qui a été écrit par les gens de chez Astronomer. Il y a 3 blog posts d'Astronomer qui parlent de ça. Et dans le 3e blog post, il y a la base du code qui est utilisée pour ça. Je pensais qu'il avait tout fait, moi. Mais qui est un peu, je pense qu'il y a 50% qui est du code de copier-coller d'Internet. Et 50% qui est du code qu'on a écrit. Merci pour la présentation. D'abord, une petite question sur le task de DBT. Vous avez tous les tasks dans la même DAG? Oui. Ok. Alors, d'abord, comment vous gérez la différence de fréquence de tâches de DBT? C'est quoi la fréquence de votre DAG et comment vous gérez ça en différents fréquences des autres tasks? Et une autre question, vous n'avez pas de problème avec la perf d'Airflow, parce que si vous avez beaucoup de tasks, à chaque fois qu'Airflow exécute un task, il récrée le DAG, il réexécute les fichiers de Python, et ben, ça va récréer tous les sensors par les factories, et je pense que ça va prendre plus de temps. Alors, première question déjà, DBT, il tourne daily chez nous, et du coup, contrainte inhérente à notre solution, tous les modèles tournent daily aussi, tous les matins. C'est la première partie. Et la deuxième, effectivement, c'est sûrement pas le plus optimisé pour la perf d'Airflow, mais nous, on n'a pas de souci à ce sujet-là. On sent plus de réponses. Mais oui, du coup, il reparse toujours un DAG qui est assez complexe à générer. Et tous les tables de DBT sont gérées par la même équipe, il n'y a pas de... Alors du coup, Airflow, il est donné par l'équipe Data Platform dans laquelle on est. Et le repo de DBT, il est commun avec le repo d'Airflow. Du coup, les équipes BI font des commits et des merge requests chez nous. Voilà. Donc, c'est plutôt l'équipe BI qui gère DBT. C'est dans notre repo. Ok, merci. Ok. Pour le déploiement des modèles, est-ce que ça se déploie un modèle par modèle ou est-ce que c'est tout un batch, une image? Alors, tu parles des modèles DBT? Oui, vu que c'est dans le même repo Airflow. Oui, alors en fait, effectivement, à chaque fois que, en tout cas modèle par modèle, dès qu'un BI par exemple change modifie ou rajoute un modèle, on peut le déployer. On déploie du coup en fait tout Airflow par la même occasion, mais c'est pas un problème de notre côté et la raison pour laquelle, comme je disais, on a besoin de déployer. Déjà c'est pour updater DBT. Mais en plus, ça permet d'updater le manifeste. Donc, ouais, on update aussi souvent qu'il y a des changements dans des modèles et ça peut être à la granularité modèle par modèle. J'ai une question follow-up. Comment est-ce que vous gérez de ne pas embarquer des modèles en production qui sont encore en train de tester en stage? C'est un sujet dans le sens où, effectivement, on ne teste pas nos modèles DBT, en tout cas sur la vraie donnée. On fait des unit tests la prochaine fois que DBT va tourner et on peut se retrouver de temps en temps avec des modèles qui fail. Le sens de ta question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer du fait que ces modèles n'ont pas fail au déploiement? Plutôt de
comment est-ce qu'on embarque seulement le modèle qu'on veut déployer en production, sachant qu'il y a d'autres modèles qui sont en stage. Ah non, pour le coup, en fait, faut le voir comme un repository. Si un BI est en train d'expérimenter et de créer un modèle, il aura sa branche. Mais tant qu'il l'aura pas mergé sur notre branche principale, un déploiement va pas le capturer. Donc toute l'expérimentation, elle se fait côté BI. Potentiellement, ils peuvent, s'ils veulent tester sur leurs vraies données, aller sur Snowflake en prod, runner la query qui aurait été exécutée par leur modèle et voir que tout se passe bien. Mais quand on fait un déploiement, on n'embarque que ce qui a été mergé sur master et donc on n'a pas les modèles staging. Bon, une partie des questions a été répondue par d'autres gens, mais une d'entre elles, c'est que quand on compile, en fait, on embarque le target, la database, etc. Et, enfin, tu viens d'y répondre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'autre environnement que là où ça tourne. Vous n'avez pas de souci sur les tests. Ok, l'autre question, ça sera les senseurs, du coup, ils sont tous configurés par rapport à la table qu'ils doivent attendre. Ça doit faire un paquet de... Enfin, vous récupérez ça des sources DBT, enfin, vous passez cette partie-là. C'est ça, ça part du principe en fait que aucune des sources qui sont, si je reprends les slides, qui sont la première layer ici. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Ici, on a l'arbre de dépendance. Ça part du principe qu'aucune des sources dont dépendent ces fichiers ne sont pas ingérées par Airflow. Si c'est le cas, si ces sources ne viennent pas d'Airflow, on ne peut pas utiliser un sensor. En pratique, on a quand même réussi à se débrouiller parce qu'on n'a pas toujours ingéré toutes nos sources via Airflow. On a réussi à se débrouiller via quelquefois des sensors qui étaient plutôt des queries SQL pour vérifier que la donnée fraîche était à jour sur les tables en question. En pratique, ça revient à faire un test que tu as de la donnée dont le update date d'hier pour savoir que là, pour le run de minuit aujourd'hui, tu es prêt à lancer, tu vois. Mais voilà, en tout cas, les sensors vers lesquels on tend et la majorité de ceux qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement des sensors qui pointent avec une logique de une table ici, une table source égale un job Airflow qui l'a ingéré. Et côté quantité de modèles DBT, vous êtes à 800, ce que j'ai vu non, 800 textes, c'est vrai. Ok. Non. On a un peu plus que ça, ouais. Ouais, à peu près, c'est ça. En fait, c'est 800 modèles. Chacun des modèles a ses tests. Et donc, on se retrouve avec, au final, plutôt de l'ordre de 1000-2000 tâches, parce qu'on a en plus des modèles, les snapshots, les seeds, et potentiellement un à plusieurs tests, au moins un sur chaque modèle. Bon courage pour quand ça va continuer à augmenter, parce que DBT, ça compile assez lentement au bout d'un certain temps. Quand on a 5-10 minutes à chaque fois, enfin pour vos BI, pour lancer ça localement, ils vont un peu douiller. Ok, intéressant. Et pareil, un autre conseil, il y a le state, vous pouvez regarder le state error sur la sortie d'un output pour relancer que les modèles en erreur. Ce qui peut être un moyen peut-être si jamais vous voulez regrouper ensuite une partie des modèles pour pouvoir, j'en parle parce qu'on essaie de le faire nous, mais ça se marche. Ça dépend, voilà. Merci. C'est côté Airflow du coup ou DBT? Non, c'est DBT. DBT, si tu récupères en fait, t'as le manifeste, mais t'as deux trucs qui sortent. T'as ton run results notamment. Et si tu relances un DBT une autre fois avec un dash state et tu pointes vers là où il y a les JSON du truc précédent, avec ton select, tu peux sélectionner que les trucs qui sont en erreur, par exemple, en termes d'output. D'accord. C'est assez stylé. C'est les trucs un peu plus récents de DBT, 1, 2, 1, 3, je crois. Ouais, alors ça j'ai un autre sujet, c'est que si tu peux lancer les tables une par une, qu'est-ce qui t'assure que tu lances dans le bon ordre? Ça veut dire que ça revient à la personne qui manuellement le lance sur Airflow. Ok. Alors dans le bon ordre, c'est-à-dire pas lancer. Non, si je après, on peut en parler autour de pizza. Si genre, enfin, ou pas, ouais, je pense que ça peut intéresser. Parce que ça part en débat. Ces flèches-là, qui sont conceptuelles, qui viennent de la façon dont toi, tes fichiers SQL sont agencés dans DBT, elles sont aussi contenues, c'est une info qui est aussi présente dans le manifeste. Et en fait, sur Airflow, quand on crée toutes ces tâches aussi, on se soucie de faire des sets upstream pour que quand ça arrive sur Airflow, ce soit littéralement une tâche qui dépend de celle-ci. Donc, ouais, niveau ordre, il n'y a pas de problème.
Si on parle d'idempotence, effectivement, normalement, tu runs tout d'un coup et tu évites de re-runner des modèles par-ci par-là avec leur dependency, sinon tu crées effectivement un mismatch. L'idée est de le faire seulement quand ça a raté. Mais en fait, on peut aussi s'assurer du fait que ça n'a pas changé, vu que normalement, c'est les sources originales dont dépendent toutes ces tables, elles sont ingérées qu'une fois par jour. Et à moins que tu les aies réingérées entre-temps, le run, que tu le fasses à minuit ou à 14 heures, ça va résulter en la même chose. Dernière question. Et après, on va aller s'hydrater et se sustenter. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'utilisation d'XCOM pour autre chose qui devrait servir pour. Petite question, est-ce que pour les utilisateurs d'Airflow, est-ce que vous avez besoin d'avoir des nouvelles métadatas pour les entrées et les sorties des DAG pour des questions de monitoring ou... Moi, je peux répondre en disant précisément XCOM, on l'utilise pour nos ingestions. On veut savoir quel DAG ingère combien de lignes pour avoir ce monitoring-là. Et c'est pour ça qu'on sert d'XCOM essentiellement, parce que l'info, elle est vraiment détenue dans l'opérateur qui fait l'ingestion. C'est pour ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des métadatas supplémentaires, genre pour dire telle DAG, elle a fini avec succès, elle a tel et tel critère et tel paramètre. Parce que, pourquoi je viens avec cette question? Parce qu'il y a des échanges avec la communauté qui parlent de ce genre de besoins. La question suivante est, est-ce que vous êtes en lien avec la communauté pour ce genre de besoin, pour ce genre d'échange? Pas pour ça. Après, le DAG, ils n'ont pas vraiment de paramètres en entrée et autres, donc on a tout ce qu'il nous faut avec les métadonnées de base pour l'instant. Merci. Allez, dernière question. Pardon, juste si je peux rebondir, la question c'est aussi, enfin est-ce que on utilise XCOM pour donner des données du style, est-ce que ça a bien marché, tout ça? Entre autres, ouais, bah alors en fait ce que disait Charles, c'est que cette donnée elle est aussi contenue dans la base de données Airflow. Et nous, comme on a branché Metabase sur Airflow, c'est de la donnée qu'on n'a pas besoin de redonner via XCOM. Ça, c'est de la donnée à laquelle on a déjà accès en faisant nos queries sur la base de données Airflow. Ce qu'on a besoin de rajouter, c'est ce qui n'est pas donné naturellement. En fait, on a quand même beaucoup d'informations qui est déjà dans la base de données de base. Donc XCOM, voilà, on peut rajouter des choses, mais on n'a pas besoin de grand-chose en pratique. Ok, dernière question. Si je me fais pas engueuler, du coup, en fait, si j'ai bien compris, en fait, vous avez construit en fait l'UI que DBT n'a pas encore. Vous l'avez construit grâce à Airflow. Sur un manifeste, j'avais deux questions. C'est est-ce que moi je connais pas du tout DBT Cloud. Est-ce que ils ont ce genre d'interface qui est un peu similaire? On peut visualiser les modèles les uns derrière les autres ou pas? Je sais pas si vous savez. Et ma deuxième question, c'est juste ouais, pourquoi vous mettez le manifeste, vous liez à la Docker Image? Pourquoi vous voulez que ce soit lié à ça? Pourquoi vous ne récupérez pas, je sais pas, un artefact et vous pouvez parser plusieurs manifestes, même si vous voulez. Alors, juste pour redemander la fin de la question, pourquoi on la met dans la Docker Image au lieu de quoi, tu dis? Je sais pas, moi, de mettre le manifeste sur S3, par exemple, je sais pas, et récupérer on the fly, ou avoir plusieurs DAG qui utilisent plusieurs manifestes différents, je sais pas, des manifestes de dev, des manifestes de staging, enfin, être capable d'avoir, de gérer. Il y a une raison particulière. Vous avez insisté sur le côté, le manifeste est lié à l'image Docker et on rebuild à chaque fois. C'est juste quelle garantie ça vous offre de faire ça? Yes. Alors, j'essaie de me rappeler de la première question. La première question. DBT Cloud, t'en penses quoi? Ah oui, DBT Cloud. Alors, je l'ai jamais utilisé personnellement, mais je sais que effectivement il y a l'équivalent de l'interface qu'on a recréée, comme tu dis, sur Airflow. Donc oui, sur DBT Cloud, tu peux runner le job qui a planté seulement. Ouais, voilà, ça c'est pour cette question. Pour la deuxième, est-ce que alors effectivement une alternative à avoir ce manifeste interne à l'image, ce serait de l'avoir complètement ailleurs, par exemple sur S3 ou dans n'importe quel service de stockage qui serait complètement externe. Mais a priori, tu ne gagnes rien à faire ça. Tu vas juste faire des appels qui vont aller le chercher plus loin et potentiellement ça peut être un peu plus long vu que pour c'est quelque chose, ce manifeste, tu as besoin de l'avoir pour chaque pod, pour faire chaque run, même d'une seule tâche, tu as besoin d'avoir le manifeste complet. Donc ça pourrait ralentir.
Néanmoins, il y a un avantage, et je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais c'est que si tu arrives à générer le manifeste de façon, par exemple, dans la CI, et que tu le mets dans un endroit extérieur, t'as plus besoin d'avoir DBT en tant que package dans ton image qui contient Airflow. Et ça, pour des raisons de dépendance, ça peut être hyper intéressant. Et tu pourrais imaginer pour autant avoir le même système, tu vois, qui run sur un opérateur du genre Kubernetes Pod Operator, qui lance sa propre image qui contiendrait en fait justement par exemple cet Airflow pardon, ce manifeste. Et Airflow, comment il accède au manifeste au moment où il a besoin de créer l'arbre de dépendance? Il va le chercher sur S3. Et là, tu te retrouves en fait à avoir bien isolé l'aspect DBT et l'aspect Airflow en termes de package. Et ça peut poser problème. Ça nous a posé problème à un moment où on voulait upgrader, par exemple, Airflow. Et la dernière version de DBT, à ce moment-là, n'était pas compatible avec la dernière version d'Airflow. Maintenant, c'est plus le cas, ça a été réglé, mais ça te rend invulnérable à ce genre de problème. Donc, c'est pas mal. Merci à tous. Vous pouvez applaudir.